Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon, on est très heureux de vous accueillir pour un nouveau long format consacré à la carrière d'un cinéaste. Après Tim Burton, Quentin Tarantino ou Christopher Nolan, on se réjouissait de pouvoir vous parler d'un autre réalisateur cher à notre cœur et à notre cinéphilie pour pouvoir retracer sa carrière, décrypter ses films et mieux comprendre son style, ses obsessions, ses influences et sa place dans le cinéma d'aujourd'hui. L'occasion est toute trouvée avec la sortie de Mank le 4 décembre sur Netflix, son nouveau long métrage pour s'intéresser en profondeur à l'œuvre, vous l'aurez compris, de David Fincher. Alors si je vous ai cité Burton, Tarantino ou Nolan, c'est pas un hasard, parce que comme eux, David Fincher est un cinéaste qui a émergé dans les années 90 et qui a lui aussi bercé notre adolescence avec les thrillers Fight Club 7 ou Zodiac. On va retracer la filmographie de cet as du suspense en 8 coups, soit 8 films marquants du cinéaste, quasi tous en réalité, même si on a décidé de laisser un peu de côté son plutôt mal aimé The Game, qu'on évoquera tout de même très rapidement, et qu'on ne vous parlera pas non plus de Panic Room, simplement parce que c'est déjà fait. Alors, je vous renvoie à notre émission spéciale de ce printemps consacrée au genre du Home Invasion. Et on ne vous parlera pas non plus de Mank dans cette émission, parce qu'un débat du Saloon lui sera prochainement consacré. Sinon, eh bien on parlera de tout le reste en long et en large avec mes amis que voici Charlotte Klinke qui fait son grand retour dans le Saloon. Salut Alex. Salut Charlotte. Champagne. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait depuis avant le Covid en fait. La dernière fois qu'on s'est vu, le Covid n'existait pas. C'était pour Clint Eastwood, enfin le dernier film de Clint Eastwood. C'était pas un hasard. C'est très juste, ouais. Et là, tu reviens pour David Fincher. Donc, re-bienvenue à toi. C'est un plaisir que tu reviennes. Charlotte, tu nous diras pourquoi tu aimes les clubs de baston et les femmes manipulatrices, notamment. Et puis mes acolytes... J'aime beaucoup tes résumés. Merci beaucoup, il y en a d'autres qui arrivent, tu vas voir. Et mes acolytes, Thibaut Ducret, salut Thibaut. Salut Alex. Thibaut qui va tout nous dire sur Facebook et nous dire enfin ce qu'il y a dans cette putain de boîte. Absolument, tout le monde se pose la question, j'ai la réponse. Voilà, mais on va pas tout dire non plus. Attention. Non, juste le minimum. Voilà, bienvenue à toi Thibaut. Florian Pouplin, salut. Bonsoir. Florian qui va nous dire pourquoi les serial killers le passionnent autant que les bébés vieux ou les vieux bébés. Ah, j'aime bien les bébés vieux. En fait, tu vas tout nous dire de tes déviances. J'aime bien les furries aussi. C'est vrai? Oui. Super. Surtout quand ils sont bébés vieux. Alors, on se réjouit. Merci, bienvenue à tous les trois. Si vous êtes prêts, David Fincher en 8 coups, c'est parti. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. On est très heureux de vous proposer à nouveau une émission sur la carrière d'un cinéaste, d'autant que ce type de format semble vous plaire au vu de votre engouement sur notre dernier épisode consacré à William Friedkin. Alors j'en profite pour vous remercier chaleureusement et vous inviter à nous laisser des commentaires, des pouces et surtout des étoiles sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple et autres. Merci pour notre référencement. Avant d'attaquer sur les 8 films dont nous voulons vous parler sur David Fincher, eh bien on va d'abord poser le contexte avec le meilleur poseur de contexte de l'Ouest, Thibaut Ducret. De l'Ouest uniquement? Ouais, je sais pas, en tout cas du Saloon. Ah bon, très bien. Ouais, alors je me contenterai de ce titre. De l'Ouest lausannois, on va dire. ça réduit de plus en plus, c'est formidable. Donc tu vas nous dire qui est David Fincher, en tout cas d'où il vient, et puis comment il en est venu au cinéma. Absolument, et revenons au commencement, puisque David Fincher est né en 1962 à Denver, dans le Colorado, d'une mère infirmière psychiatrique qui était spécialisée dans les programmes de désintoxication et d'un père journaliste et chef de service pour le magazine Life. Et si je précise ça, c'est pas juste pour la précision Wikipédia, mais ça me semble être une combinaison assez intéressante, infirmière psychiatrique, journaliste, au vu des futurs thèmes du cinéma de David Fincher. Quand il a 2 ans, David, sa famille déménage à Anselmo, en Californie. Et à cette époque-là, son voisin, c'est un certain George Lucas, qui aura une importance aussi dans sa carrière, on va y revenir. Et très tôt, le petit David Fincher, il a voulu faire des films parce qu'il a été marqué notamment par le film Butch Cassidy et le Kid, et principalement par la vision de son making-of. En fait, il a eu l'occasion de découvrir le making-of une fois à la télévision, et tout d'un coup, il a découvert l'envers du décor d'un tournage de cinéma, comment on faisait un film, et c'est par ça qu'il est devenu fasciné par la technique du cinéma. Et donc, quand il a 8 ans, il commence à faire des films lui-même avec sa caméra 8 mm. Super 8.
Absolument, ouais. Très tôt du coup. Et lorsqu'il est ado, sa famille redéménage encore à Ashland, ce coup-ci, dans l'Oregon. Et Fincher finit ses études là-bas. En parallèle, il est projectionniste d'un petit cinéma de la ville et assistant de production sur une télé locale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ses études, il va aussi commencer à diriger des pièces de théâtre qu'il éclaire lui-même et dont il construit les décors. Et donc ça, c'est un truc intéressant à relever chez Fincher, c'est qu'il va vraiment se former sur le tas. C'est pas comme beaucoup de ses collègues cinéastes, quelqu'un qui va faire une école de cinéma. Et cette expérience dans le théâtre aussi, ça annonce un petit peu aussi quelques éléments assez caractéristiques de son travail, qui sont le souci du détail, sa direction d'acteur assez poussée aussi, sur laquelle on aura l'occasion de discuter. Donc voilà, il arrive à la fin de ses études et il débute pour de bon dans le monde du cinéma comme assistant pour le réalisateur John Corti. Il a 20 ans à l'époque et il devient technicien des effets spéciaux pour le film de John Corti, Twice Upon a Time, qui est produit par un certain George Lucas, qu'on retrouve finalement, et qui repère pour de bon Fincher, son petit voisin de l'époque, et il l'engage pour sa boîte d'effets spéciaux ILM. Et alors chez ILM, Fincher, il va bosser sur quelques petits films comme Le Retour du Jedi, L'Histoire sans fin ou Indiana Jones et le Temple maudit. Donc voilà, des petites bricoles. Il y restera pas très longtemps malgré tout parce qu'il quitte la boîte à peu près un an plus tard et il part réaliser une publicité sur les dangers du tabac pour les femmes enceintes. C'est vrai, ce qui est drôle en fait dans ce que tu dis, c'est que souvent on a l'a priori autour de David Fincher comme pas mal de cinéastes de sa génération en disant ouais, c'est un pubard en fait, c'est-à-dire que c'est un gars qui vient de la pub et du clip vidéo. Alors c'est vrai que ça se ressentira dans son style justement, notamment dans ses premiers films, mais en fait Fincher vient d'abord du cinéma et sera ensuite allé vers la pub. Ouais, il a un gros passage par la pub, et notamment justement cette pub sur les dangers du tabac pour les femmes enceintes, dans lequel on voit un fœtus tout droit sorti du final de 2001 l'Odyssée de l'espace qui fume littéralement dans le ventre de sa mère et qui fera scandale à l'époque, parce que l'image est vraiment très, très, très choquante, très frappante. Mais du coup, ça fera qu'il se fait déjà remarquer grâce à cette pub, et il fera effectivement plusieurs pubs pour des grosses boîtes comme Nike, Sony ou Coca-Cola, mais il se fera aussi surtout connaître en passant aux clips musicaux, parce qu'il va quand même après ça réaliser des clips pour des grands noms. Il bossera pour Billy Idol, Michael Jackson, Madonna aussi, c'est lui qui fera le clip de Express Yourself et de Vogue par exemple. Et on ne sera pas tout de suite ces grandes stars, ce sera plutôt dans les années 2000 une fois qu'il sera un peu installé. Oui, là je prends un peu d'avance, mais Madonna c'est assez tôt quand même. Oui, c'est vrai. Et ces clips seront d'ailleurs plusieurs fois nommés et recevront des prix au MTV Video Music Awards de l'époque. Et ça, c'est un truc intéressant à relever aussi, c'est que le style Fincher et ses clips ont très fortement contribué au succès de MTV dans ces années-là, parce que voilà, il y avait quand même des images assez intéressantes. Et une chose à relever sur son travail dans les clips, c'est que c'est aussi l'occasion pour lui justement de se faire la main sur la mise en scène et d'expérimenter plein d'effets. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra souvent au fil de sa carrière, parce qu'il reviendra plusieurs fois justement au clip pour expérimenter des choses qu'il appliquera ensuite dans ses films de cinéma. Et en parallèle, dernière chose importante de son expérience dans les clips, il va fonder une société de production avec d'autres cinéastes, dont le grand nom Dominique Senna, n'est-ce pas, le réalisateur de 60 secondes chrono qu'on a tous encore en tête aujourd'hui. Cette société, c'est Propaganda, et c'est une société de production très importante puisqu'elle verra passer de nombreux cinéastes, dont on peut quand même citer les noms de Alex Proyas, Michael Bay, Antoine Fuqua, Zack Snyder aussi. Donc voilà, pas que des noms qu'on est content de retenir aujourd'hui, mais quand même des noms qui comptent aujourd'hui, voilà, des noms qui ont leur importance. Et finalement, au bout de cette expérience justement pratique, où il s'est fait de lui-même, on arrive en 1990. Année durant laquelle il reçoit un coup de fil de la Fox qui lui propose de son premier poste de réalisateur sur un long métrage pour un projet qui est un petit peu embourbé dans une production qu'on peut qualifier d'un peu catastrophique. Ouais, apocalyptique. Voilà. Et ce projet, c'est Alien 3, et ce sera son premier film dont on va parler tout à l'heure. Donc super. Voilà un petit peu pour les bases de David Fincher. Merci Thibaut. Je crois que les bases sont effectivement bien posées, on comprend mieux d'où il vient. Ce cher Fincher dont nous allons consacrer les prochaines heures de cette émission. Charlotte, quel est toi ton rapport à David Fincher ? Est-ce que tu te souviens quand tu l'as découvert et puis à quel moment vraiment il t'a marqué en fait dans ta cinéphilie ? S'il t'a marqué déjà. Je l'ai découvert avec Fight Club.
Après, oui, il m'a marqué par le film que je venais de voir, mais après, il m'a pas particulièrement marqué sur le long terme. C'est pas un réalisateur que j'ai suivi en fait. J'ai un peu regardé ses films quand j'en avais l'occasion. C'est peut-être une erreur de ma part, je ne sais pas. La question reste ouverte. C'est-à-dire que tu l'as pas suivi avec intérêt en disant le nouveau David Fincher qui sort. C'est ça. Mais pourtant, j'ai beaucoup apprécié Fight Club. Pas à sa sortie, j'étais trop jeune pour le regarder en salle. mais par contre, je l'ai beaucoup aimé. Donc justement, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas suivi ce réalisateur comme j'aurais pu suivre un autre réalisateur ? Et t'as pas la réponse ? Non. Mais qu'est-ce qui fait qu'il t'aurait peut-être justement que Fight Club t'aurait marqué ? Bon, tu vas y revenir oui, après. Mais c'est sans doute par la narration. Comme beaucoup, un film qui perd le spectateur, ou plutôt qui perd pas vraiment en fait, qui le surprend, et puis je pense par une lecture sous-jacente que j'avais sans doute pas vue à l'époque, mais que j'ai revue par la suite et donc compris différemment. Ouais. Et donc j'en parlerai après, donc je vais pas trop m'étaler sur Fight Club, mais je trouve en fait très intelligent ce film. Dans sa narration, dans sa construction et puis et dans sa lecture aussi même presque mise en abîme de ce que vivait le cinéma à l'époque. Donc c'est clair. Ouais. C'est vraiment voilà. Mais visuellement, Fincher, c'est pas quelqu'un qui t'a marqué spécialement dans son esthétique. Et pourtant, si, justement, je me souviens de Fight Club, vraiment de cette première vision avec ce paysage complètement désolé, ces terrains et ces décors sombres, labyrinthiques, comme on retrouve aussi dans Alien, où on est dans des non-lieux presque, dans des endroits parallèles qui sont difficiles à situer. D'ailleurs, on ne peut jamais vraiment très bien situer le lieu de l'action, à part quand c'est vraiment défini autour d'une enquête et donc qui est rattachée à une ville. Mais non, au contraire. C'est vraiment une question qui reste ouverte. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas suivi Fincher, parce que pourtant ces premières formes qu'il proposait dans Fight Club que je découvrais, enfin ces premières formes dans ma propre expérience à Fincher, elles ont été assez déterminantes. C'est un film qui est resté gravé dans ma mémoire. Ouais. Florian, toi, Fincher, c'est quelqu'un qui t'a marqué, que t'as suivi. Tu te souviens de ton premier contact avec un film de Fincher ? Mon premier contact, je ne savais pas qui était Fincher, c'était avec Alien 3, puisque comme tout adolescent des années 90, je sais pas, mais en tout cas dans mon entourage, la saga Alien avait une importance assez énorme dans la découverte du cinéma de manière générale. Et donc, je l'avais vu Alien 3 comme étant un alien. Il m'avait quand même un peu... je l'avais assez rapidement différencié des autres, parce que je trouvais que c'était celui qui était le plus profond, et celui qui essayait d'aller au-delà du genre. Là, j'arrive à le formuler maintenant, mais à l'époque, j'avais aucune idée. C'était juste un ressenti. Je disais, le 3, il y a un truc bizarre que je ne comprenais pas, mais il y a un truc qui fait que ce film n'est pas comme les 3 autres, qui sont, je trouve, ancrés chacun dans un genre particulier et qui suivent assez bien les codes du genre. Donc c'est le premier Fincher que tu as vu. Voilà. Ouais. Alors que Fincher, j'avais plus l'impression qu'il n'y avait pas forcément un genre, et c'est après que j'ai compris qu'en fait c'était un film de Fincher, plus qu'un Alien. Voilà. Ensuite, je l'ai suivi évidemment avec Fight Club, puisque Fight Club fait partie aussi de ces films des années 90 qu'on ne pouvait pas manquer quand on a grandi dans cette décennie-là, au même titre que Requiem for a Dream ou Trainspotting, ce genre de film générationnel. Fight Club en est un, je pense que Charlotte en reparlera après, en tout cas j'en reparlerai, parce que je trouve que c'est un film qui a autant marqué parce qu'il définit toute une génération. Bien sûr. Et puis évidemment, après, quand t'as entendu parler de Fight Club, t'as entendu parler de Seven, et de The Game en moindre mesure, et de Panic Room. Ensuite, j'ai vraiment découvert de manière plus précise la mise en scène et le style de Fincher avec ce que j'appelle sa seconde période, c'est-à-dire celle qui commence en 2007 avec The Zodiac, où là, j'ai vraiment compris que ce gars était quelqu'un de très important dans le cinéma contemporain, à Hollywood en particulier, mais dans le cinéma mondial en général. Et c'est là où j'ai vraiment commencé aussi. C'était à une époque où ma cinéphilie était beaucoup plus poussée, donc j'avais beaucoup plus de clés de compréhension de qu'est-ce qui fait qu'un metteur en scène est bon ou pas, à quoi est-ce qu'on le reconnaît, etc. Et donc Zodiac et The Social Network ont été des claques immenses qui m'ont assez vite rappelé, je l'ai très vite rapproché de Stanley Kubrick,
dans l'obsessionnel et dans le perfectionnisme. Voilà. Bah lui, il cite souvent Kubrick comme son influence majeure. Et ça se voit, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le seul qui peut se dire héritier de Kubrick. En tout cas, dans cette approche-là de la mise en scène et de ce perfectionnisme. Et maintenant, et puis depuis, à chaque fois qu'il y a un nouveau Fincher, je suis au taquet. Et puis là, ça fait 6 ans quand même. Hein. Ouais, donc voilà mon rapport à David Fincher. Ouais. Non, c'est vrai que je pense effectivement que c'est un cinéaste qui a marqué une génération et qui nous, vu qu'on a plus ou moins le même âge ici, tous les 4, qui nous a marqué clairement adolescents, parce que des films aussi gros que Fight Club, ou en tout cas aussi culturellement importants, on va dire, au niveau de l'impact populaire qu'il y a eu, Seven pareil, et puis au début des années 2000, The Game en moindre mesure aussi, mais c'est vrai que c'était vite un cinéaste, en fait, je pense, dont on retenait le nom, qu'on soit cinéphile ou non, en fait. Et c'est là où je le rapprocherais de Christopher Nolan, dont on a fait une émission cet été, non seulement parce que il est aujourd'hui l'un des rares, en fait, mais peut-être le seul, en fait, c'était le seul nom qui nous venait à l'esprit quand on posait cette question dans l'émission Nolan, c'était aujourd'hui, quels sont les auteurs d'aujourd'hui qui ont été découverts dans les années 90-2000 qui sont aussi populaires, en fait. On citait souvent Tarantino, effectivement, ou bien Burton, typiquement, découvert dans les années 90, mais dans les années 2000, parce que Fincher, Fight Club, c'est 1999, et puis finalement, ces films qui auront marqué aussi, il aura continué à marquer les autres générations d'après, avec des films comme Zodiac, Social Network, etc. Donc, il aura vraiment eu son importance dans les années 2000. Et donc, c'est un des rares aujourd'hui à avoir cette casquette-là, en fait, à Hollywood, de cinéaste auteur, on va dire, populaire, et qui plaît autant aux cinéphiles qu'au grand public. Qu'est-ce que tu penses de ça, Thibaut ? Absolument, tu veux que je te raconte ma rencontre bien sûr. Avec Fincher, oui. Alors moi, en fait, c'est assez rigolo parce que je pense que mon premier contact avec Fincher, c'est Seven, mais pas parce que je l'ai vu, mais parce que j'en ai entendu parler. Et je me souviens, gamin, d'entendre parler de ce film avec ce serial killer qui s'inspire des 7 péchés capitaux, puis avec ce pitch assez aguicheur au premier abord, mais évidemment que j'étais trop petit pour voir un thriller quelconque. Mais je me souviens comment on en parlait pour Friedkin avec l'Exorciste, où j'avais le premier contact, c'était qu'on entend nos parents en parler, et voilà, c'est finalement les films qui terrorisent d'abord nos parents, puis avant qu'on puisse les voir nous-mêmes. Et donc voilà, Seven, la réputation, et ça m'attirait, mais je pouvais pas encore le voir. Mais en fait, mon premier contact de vision avec Fincher, c'est aussi Alien 3, parce que là aussi, on avait les 3 Aliens enregistrés sur VHS, n'est-ce pas, à l'époque. Et je me souviens avoir découvert la saga dans un ordre absolument improbable, parce que j'ai vu le 2 en premier, ensuite le 1 et après le 3, et je me souviens que terminer la trilogie, puisqu'à l'époque c'en était encore une là-dessus, c'était quand même terminer sur ce film hyper nihiliste, hyper dark, avec aussi, comme Florian le disait, quelque chose qui tranche avec les opus précédents. Direct, ça m'a attiré. Évidemment qu'à l'époque, je m'intéressais pas à qui faisait les films, et donc je savais pas qui était David Fincher, mais plus tard, j'ai fini par découvrir Seven et apprendre là aussi une claque absolument monumentale. Et puis après, quand t'es ado, forcément, tu découvres Fight Club, et il y a quelque chose qui fonctionne sur l'ado au niveau de la rébellion, tout ça. Et plus tard, après, on creuse la filmo et on vient à nuancer, et notamment Fight Club, qui est un film, on aura l'occasion d'en discuter, mais je pense beaucoup plus complexe que ce à quoi on peut le réduire généralement. Et voilà, et Fincher, c'est depuis un cinéaste qui me fascine. Enfin, j'ai eu l'occasion de le dire, mais Social Network, c'est un de mes films préférés, et je trouve que là, c'est un de ces cinéastes qui a une mise en scène vraiment marquée, hyper précise, hyper intense, et un style visuel absolument dingue, et aussi des thématiques, qui travaillent à chaque fois, et ça reste un cinéaste qui m'intrigue, et que je suis avec attention. Ouais, comme tu dis, moi aussi adolescent, en fait, je pense que c'est un des premiers cinéastes contemporains, justement, où j'avais entendu vraiment ce nom-là, tu vois. Alors c'est sûr que quand tu es ado, que tu t'intéresses un petit peu au cinéma, tu entends aussi les grands noms forcément, et tu commences à savoir qui est Kubrick et autres, mais Fincher, c'est aussi un des premiers cinéastes qui faisait des films actuels, où je me suis dit mais ouais, ce nom-là, je le rattache à tel film, et puis en fait, je vais bouffer toute sa filmographie, quoi. Et à la manière
manière d'un Christopher Nolan ou d'un Tim Burton. Ça fait partie vraiment pour moi de ces cinéastes dont j'ai très rapidement voulu en fait connaître l'intégralité de la filmographie. Et je trouve qu'il y a aussi un côté, nous qui avons grandi avec lui étant ados, enfin ayant commencé avec lui, je trouve que contrairement par exemple à Nolan ou à Tim Burton, ou même à Tarantino, mais dans une moindre mesure, je trouve qu'il y a une évolution dans la filmographie de Fincher. Ouais. Là, j'ai toujours été surpris et étonné qu'il arrive toujours à faire différent et mieux à chaque film. Au moins différent, peut-être pas toujours mieux, mais qu'au moins, là, je pense surtout à Tim Burton, évidemment, mais il se repose pas sur ses lauriers, en fait. Ouais. Tu vois que c'est un mec qui travaille comme un ouf, mais différemment à chaque fois. tu sais qu'il peut aborder n'importe quoi, parce qu'en fait, il sait tellement bien faire des films. Et ça avait été le truc avec The Social Network. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il va foutre à raconter un film sur Facebook ? Qu'est-ce que j'en ai à branler de Mark Zuckerberg ? Et quand je l'ai vu, j'étais là, ah oui, ok, ce gars est capable de faire tout, voilà. Et il le fera bien. Ouais, c'est ça, en fait. Et ça, c'est le seul, je finis juste, c'est le seul capable de faire ça aujourd'hui, je pense. Enfin, dans les grands noms qu'on a cités avant, voilà. Ouais. Mais je pense que contrairement à Nolan et à Tarantino, qui ont été énormément, qui ont puisé aussi dans la cinéphilie de leur époque ou avant. Enfin, je veux dire, Tarantino, c'est un grand cinéphile. Je dis, Fincher l'est peut-être, mais je pense que ce que Fincher a en plus de Tarantino et de Nolan, c'est que son influence, elle est pas uniquement cinématographique. Ouais. Il va chercher, comme Kubrick d'ailleurs, chez des philosophes, dans de la littérature, des essais philosophiques, des romans. Il va se nourrir aussi par différents biais. Et je pense que c'est en ça qu'il rejoint Kubrick. C'est que Kubrick n'était pas uniquement cinéphile, il réfléchissait ses images en fonction d'autres médias aussi, d'autres supports. Et je pense que en tout cas, d'après ma lecture de Fincher, c'est ce qui transparaît. C'est en ça que je te disais, il y a une lecture de Fight Club qui est assez hallucinante en fait, ou de Gone Girl, où tu te rends compte en fait que son influence, elle est très loin d'être. Enfin, elle est aussi cinéphile, mais elle est pas que en fait. Il y a énormément de matière derrière tout ça. C'est juste parce que c'est vrai qu'on compare avec les cinéastes dont on a abordé déjà la filmographie dans nos anciens épisodes, mais tu prends l'exemple de Nolan et Tarantino, en fait les références cinéphiles se voient, en fait elles éclatent dans leurs films, alors que Fincher c'est peut-être un peu plus subtil, alors que Nolan ou Tarantino, mais Tarantino on l'aime pour ça aussi, parce que justement il assume complètement il assume complètement, et c'est aussi quelqu'un qui est motivé par le défi technique. Ça c'est un truc important et qui fait aussi que justement je pense qu'il se renouvelle constamment. C'est que ça fait partie de ces cinéastes explorateurs un petit peu qui repoussent les capacités, la technologie, etc., la technique du cinéma, et qui donc va constamment se renouveler dans sa façon de faire. Absolument. Bon, et bien les amis, si vous êtes prêts, on peut attaquer donc ces 8 films qui nous attendent. Quasiment, je l'ai dit, l'intégralité presque de la filmographie de David Fincher. Et comme l'a dit Thibaut, donc on part avec son tout premier film qui est le 3e épisode de la saga Alien. C'est donc Alien 3.